Bon, eh ben on dirait que cette fois on y est. Les archives de Rochard, critique du tome 4, c'est parti. Salut YouTube, on se retrouve pour ma lecture sur le rythme de la guerre, 4e double tome des archives de Rochard. Gros pavé, encore une fois, on va pas se mentir. Mais grand moment pour moi aussi, puisqu'on arrive enfin à, j'ai envie de dire, le palier que je m'étais fixé quand j'ai commencé cette chaîne, c'était au moins couvrir les 4 tomes parus à l'heure actuelle des archives de Rochard. Donc ça c'est très cool. Et ça me fait très très plaisir d'en être arrivé à ce moment-là. Le moment est d'autant plus important que cette review sortira probablement de manière quasi simultanée avec la sortie américaine du tome 5 des archives de Rochard, qui conclura le premier cycle et qui marquera un peu le point médian de la saga de 10 volumes que Brandon Sanderson prévoit de faire. Et puis bien sûr en prenant en compte que tout ça s'inscrit dans la toile de fond du Cosmer dont je fais également quelques reviews à côté. On a déjà couvert Warbreaker et après Rochard il y aura une vidéo sur Mistborn qui devra sortir, Mistborn, Fils des Brumes de son titre français, et là aussi j'ai encore très hâte qu'on y soit. Mais bon, pour nous concentrer sur ce qui nous occupe réellement aujourd'hui, c'est-à-dire Rythme de guerre, tome 4 des archives de Rochard, et bien voilà, c'est venu le moment de faire la review tant attendue du tome à l'heure actuelle le plus avancé dans ce magnifique cycle de Rochard, et ma foi, allons-y. La coalition formée par les différentes nations autour de Dalinar Kholin, nouvellement roi d'Urithiru, a remporté une victoire significative contre les forces d'abjection lors du siège de Tylenville. La sombre divinité, voyant ses plans contrecarrés, n'est pourtant pas à court de ressources. Les terribles fusionnés sont des combattants doués d'une expérience millénaire et reviennent chaque fois qu'ils sont tués, alors que les chevaliers radieux peinent à accroître leur nombre faute de Spren voulant se lier avec eux. Après presque une année de combat, Kaladin cumule de plus en plus de fatigue physique et psychologique. Shallan peine à maintenir l'équilibre entre ses différentes personnalités, malgré le support indéfectible d'Adolin. Dalinar et Navani tentent de faire fonctionner leur coalition tout en gardant un œil sur Taravangian, qui pourrait bien fomenter un nouveau complot. De son côté, Venli, voix de la fusionnée Lishui, doute sérieusement de sa place au sein des forces d'abjection. Alors, avant qu'on plonge totalement dedans, je dois tout de même préciser que il existe une nouvelle qui s'appelle Les Éclats de l'Aube et qui s'insère entre le tome 4 dont nous parlons aujourd'hui et le tome 3 Justicière. Très vite fait, les éléments qui y sont développés, je pense, auront beaucoup d'intérêt pour les tomes futurs, même si ils trouvent finalement assez peu d'écho dans ce tome 4, hormis certains développements sur la technologie fabriale que nous allons détailler un peu plus loin. Et pour plus de détails sur la nouvelle Éclat de l'Aube en elle-même, je ferai un petit short qui en parlera et qui sortira peu de temps après cette review. Pour celles et ceux qui ne veulent pas perdre de temps et avoir de but en blanc mon avis sur Rythme de guerre, eh bien je vous le dis, Rythme de guerre c'est poulet, c'est excellent, c'est Gucci, c'est tout ce qu'on veut. Après un tome 3 où j'étais un peu sur ma faim et un peu mitigé sur les questions de rythme, bien qu'il soit en somme excellent, eh bien j'ai grand bonheur de retrouver un tome qui est beaucoup mieux rythmé tout en restant très riche aussi bien en histoire qu'en world building, qu'en développement de ses personnages et de son intrigue, etc. etc. Pour moi, on n'est pas encore revenu sur la masterclass qui est formée par le diptyque des 2 premiers tomes, mais je m'y suis bien plus retrouvé que dans le 3e. Et vu que le rythme était le point faible de l'ouvrage précédent, eh bien voyons comment ce tome 4 s'en sort sur ce point-là. Déjà, le roman commence en grande fanfare. Passé le chapitre d'introduction traditionnel, qui revient donc via un nouveau point de vue sur les événements de l'assassinat du roi Gavilar, et dans ce tome 4, il s'agit du point de vue de Venli.
On est plongé directement dans une escarmouche entre les forces de Dalinar, les coalisés contre Abjection, et les forces, justement, de Abjection, avec son canton de duel aérien entre des marchevents et des fusionnés, l'apparition de nouveaux adversaires et de nouveaux développements de technologies fabriales, car effectivement, les forces de l'Alliance, cette fois, arrivent avec rien de moins qu'un pétard de vaisseaux volants, qui est une nouveauté absolue, qui, quand on a un peu bossé les ressorts de la technologie fabriale, est censé être impossible à faire, ou tout du moins impossible d'un point de vue logistique, mais justement certains développements dans la nouvelle des éclats de l'aube permettent à ce vaisseau volant d'exister, et Brandon Sanderson nous le livre direct. On est sur un vrai gros aéronef, barge de bataille de classe Yamato, vraiment, voilà, pour les stands de tout ce qui est Albator, Final Fantasy et leurs grands aéronefs emblématiques. Et bien maintenant, on a ça dans Rochard, et c'est un énorme plaisir. Moi qui m'attendais en démarrant ce tome de devoir subir, entre guillemets, le classique rythme sandersonien, où il y a une construction très très lente au fil de presque 2000 pages, pour arriver enfin à la fameuse Sanderlanche et me taper 400 pages de pur déferlement d'action et de résolution d'enjeux dans tous les sens, eh bien j'ai été pris de court justement par le fait que on démarre directement par une avalanche d'action et de nouveaux enjeux, et ça c'est excellent. Cette plongée quasi in medias res dans l'action permet de générer, chez le lecteur en tout cas ça a permis de générer chez moi, un niveau d'attention très très haut dès le départ, qui m'a mis dans un rythme de lecture qui ensuite m'a bien porté lorsque l'action est redescendue plus tard, et qu'on est, j'ai envie de dire, re-rentré dans le rythme, dans le slow burn classique de Brandon Sanderson. Ce démarrage très fort et en grande fanfare est une très bonne surprise, et surtout lorsque le rythme redescend après pour remonter lentement, et bien comme on investit et on développe sur les conséquences de la scène d'action du début, ça permet de maintenir un niveau d'intérêt constant, même dans les scènes un peu plus lentes, vu qu'on a été quelque part mis dans le mouvement immédiatement. Globalement, le roman présente deux catégories d'enjeux. La première catégorie, c'est les enjeux à mystère, c'est-à-dire la résolution de certaines énigmes du monde de Rochard qui nous sont présentées, j'ai envie de dire, presque depuis le premier tome. Que ce soit les raisons pour lesquelles les Spren rechignent à se lier à de nouveaux chevaliers radieux, ou alors les fonctionnements méconnus de la Fulgiflamme qui sous-tendent la technologie fabriale, ou encore même les grands mystères de la tour d'Urithiru et de son fonctionnement, et notamment de cette espèce de grande colonne de cristal central et de ses usages. La deuxième catégorie d'enjeux, eh bien, il s'agit tout simplement du développement des personnages, et notamment des personnages qui ont été laissés en retrait dans le tome précédent, et en premier chef Kaladin, Shallan et même Navani. Mais détaillons cela. Car effectivement, dans la catégorie des personnages, il y a énormément de choses à couvrir, puisque beaucoup de personnages sont en mouvement. Mais le premier par lequel j'aimerais commencer, ce sera peut-être justement le plus rapide, c'est Dalinar. Nouvellement roi d'Urithiru, vedette du tome précédent, il quitte le devant de la scène dans ce tome 4 et devient quasiment un personnage secondaire, limite tertiaire, notamment en termes de présence. Il a très peu de scènes pour lui. Maintenant qu'il a réuni plusieurs royaumes au sein de la coalition et découvert que ses pouvoirs de forgelien lui donnent la capacité d'ouvrir temporairement des verticales d'honneur, c'est-à-dire des espèces de portails qui relient les mondes physiques, cognitifs et spirituels, Dalinar s'affirme définitivement comme le leader mondial de la lutte contre Abjection. Dès le début du livre, il est dans une position de leader d'opération, et que ce soit pour la bataille escarmouche du début, ou que ce soit les raisons qui vont l'éloigner de l'intrigue principale de ce tome, au loin sur un champ de bataille, pour reprendre des territoires qui ont été pris par Abjection. Il n'est définitivement pas le personnage principal de ce livre, ne serait-ce que à cause de cet éloignement forcé qui provoque son absence de très nombreuses scènes.
La part belle sera donc rendue à d'autres personnages qui étaient plus discrets dans les tomes précédents, à commencer par Kaladin, qui était un peu le grand absent, enfin pas tout à fait absent, mais qui était... Disons que sa mise en retrait dans le tome 3, toute relative qu'elle soit, m'avait paru assez remarquable, tant qu'il était central aux 2 premiers tomes. Rythme de guerre demeure le livre le plus sombre pour le capitaine des Marchevents, et quand on sait à quel point il a mangé cher dans sa tronche au cours des 3 précédents tomes, eh bien dire que Rythme de guerre est le volume pour lequel ça se passe le plus mal pour lui, c'est dire beaucoup de choses. Malgré sa renommée, sa réputation, sa bravoure et ses exploits, Kaladin n'a jamais été aussi mal mentalement que dans ce tome 4. Le poids des vies dont il a la charge, la culpabilité des vies qu'il n'a pas pu sauver, la pression, la fatigue qui s'accumule toujours, mène Kaladin au bord, voire à franchir allègrement la frontière du burn-out. Et c'est un crève-cœur que de le voir partir dans un épisode dépressif aussi violent que dans ce tome-là. Et malgré tout, comme c'est bien écrit et bien amené, eh bien c'est très intéressant à lire. La question de la santé mentale et de la lutte contre une tendance à la dépression a toujours été centrale pour le personnage de Kaladin. Et il se trouve que Rythme de guerre est le tome où ces questions sont traitées le plus frontalement. Burnout, autodestruction, idées noires, notre porte-pont favori est vraiment au plus bas dans ce livre. Toute la question pour Kaladin est de savoir, une fois qu'il a touché le fond, est-ce qu'il rebondit ou est-ce qu'il creuse ? D'ailleurs, dans les archives de Rochard, le volet santé mentale ne serait pas complet si on n'abordait pas bien sûr le personnage de Shallan, qui continue de gérer ses traumas d'enfance et les choses qu'elle aimerait oublier en fragmentant son identité en plusieurs personnalités à qui elle confie tel ou tel aspect de soit sa vie sociale, soit de ses missions, etc. Lorsque le livre commence, elle a trouvé un point d'équilibre entre sa propre personnalité centrale, Shallan, timide, réfléchie et intellectuelle, radieuse, une version plus affirmée, valeureuse et juste d'elle-même, une sorte d'idéal en fait, et Voile, un personnage créé en se calquant sur la roublarde Tin, qui a brièvement été sa mentor dans le tome 2, qui est capable de la sortir des situations les plus délicates, et qui est mue par une sorte de sagesse de la rue imaginaire, on va dire. Cependant, cet équilibre qu'on croyait bien huilé commence à devenir précaire lorsqu'émerge involontairement une 4e personnalité, Informe. Et pour ne rien gâcher, elle est toujours liée, bien entendu, à la sombre organisation de Sang des Spectres, et le mystérieux Mraize va la contacter dans ce tome pour accomplir une mission qui l'amènera à traquer les derniers représentants de la secte des Fils d'Honneur, qui était une organisation rivale et qui semblait avoir un grand pouvoir avant la mort de Gavilar au début de la série. Non sans une certaine similarité avec Kaladin, c'est un livre compliqué pour Shallan qui doit, dans ce tome, faire face une bonne fois pour toutes à ses démons ou se laisser consumer par eux. Bien entendu, elle peut compter sur le soutien de son mari, le sémillant Adolin, mais quand on a des problèmes aussi profonds et aussi internalisés que Shallan, la partie la plus importante de la lutte ne peut être faite qu'avec et contre soi-même. De son côté, justement, Adolin, le jeune prince, doit aussi faire face à ses propres problèmes, confronté qu'il est à l'émergence d'une nouvelle ère où le champ de bataille est dominé par des fluctomanciens et des fusionnés. Et certes, lui est un prodige du duel à l'épée et un épéiste extraordinaire, et sa maîtrise des lames d'éclat est sans pareil dans le monde entier, mais il demeure dépourvu de pouvoir et le pauvre a du mal à trouver sa place dans un monde en constante mutation. Un de mes regrets, c'est d'avoir finalement assez peu parlé d'Adolin dans mes précédentes reviews, ce qui est dommage puisque c'est un des tout meilleurs personnages de la série. Au sein d'une galerie de personnages qui sont très sombres et très tourmentés, le fait que le prince de Kholinar soit un tel rayon de soleil et une telle force positive en fait un atout extrêmement précieux pour ses amis qui, eux, font face à des tourments psychologiques extrêmes. Que ce soit leur porter secours dans une charge héroïque ou en les forçant à aller se détendre un coup en allant boire dans un bar,
Adoline est un personnage qui est la meilleure illustration. J'avais dit dans une review précédente qu'il était un labrador humain au meilleur sens du terme. Il y a une manière plus flatteuse de le dire, c'est tout simplement que c'est un rayon de soleil. Et ça en fait un des personnages les plus agréables de la série. Maintenant, rentrons dans le dur des intrigues de personnages de ce tome-là, puisque la part belle va être remportée par un personnage qui était très en retrait dans les tomes précédents, qui était un bon personnage, que j'aime bien, mais qui était relativement discret et qui va prendre le devant de la scène de manière aussi géniale que inattendue. Je parle bien entendu de Navani. Veuve de l'ancien roi, désormais épouse de Dalinar, politicienne et ingénieure à ses heures perdues, Navani prend largement les devants dans ce 4e tome, quasiment à égalité avec Kaladin, en termes de présence dans la narration, j'entends. Il me serait difficile de vous préciser les tenants exacts de son intrigue dans Rythme de guerre, parce que là, ça serait vraiment faire du très gros spoil, et on est encore dans la partie sans spoil, mais son rôle est absolument essentiel, et son évolution est extraordinaire. C'est un grand plaisir de la voir pleinement prendre sa place, d'autant que sa présence était déjà très appréciable depuis le premier tome. De soutien indéfectible des personnages principaux, et notamment de Dalinar, c'est véritablement à son tour de briller. Je ne pense d'ailleurs pas être trop en dehors des clous en disant qu'elle est l'héroïne principale de ce tome 4. Et d'ailleurs, ce livre s'ouvre par le traditionnel chapitre d'introduction qui nous présente les événements de la nuit de l'assassinat du roi Gavilar Kholin. Et cette fois, c'est justement par le regard de Navani qu'on va le vivre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on voit la situation par les yeux de sa femme, le personnage de Gavilar semble être beaucoup plus sombre que le grand roi immaculé qu'on nous avait dépeint jusqu'à présent. En revanche, il est fort surprenant que les chapitres flashback de ce tome ne soient pas dédiés justement à Navani, ce dont moi je me serais attendu étant donné l'importance qu'elle a dans ce livre, mais ils sont dédiés à un tout autre personnage, qui est d'ailleurs, j'ai envie de dire, le 4e point de vue principal de Rythme de guerre, à savoir Venli. Rappelez-vous, le premier tome des archives de Roshar ne nous avait donné aucun chapitre point de vue d'Eparshendi, et on avait commencé à en avoir seulement à partir du 2e tome, avec les chapitres d'Eshonai qui nous présentaient le mode de vie et la culture du peuple de ceux qui écoutent. Ces derniers ayant été décimés à la fin du tome 2, les points de vue Parshendi à partir du tome 3 nous sont venus par des chapitres donnés du point de vue de Venli, dernière survivante de ceux qui écoutent, sœur d'Eshonai, et, on s'en rend compte maintenant, lourdement responsable du retour d'abjection. Nous retrouvons donc Venli dans ce 4e tome, qui regrette amèrement sa collaboration avec les forces d'abjection, mais qui est contrainte à servir de porte-parole à la fusionnée Leshui. Cependant, Venli est secrètement liée à Timbre, une sprène qui pourrait bien faire d'elle une chevalière radieuse infiltrée chez l'ennemi, mais pour ça, il va falloir que Venli accepte de faire quelques choix pour le moins courageux. Je le disais, les chapitres flashback de ce tome sont les siens, et à travers de ceci, on va revoir quelques séquences qui nous explicitent un peu sa relation avec sa sœur Eshonai, et aussi par quelles circonstances, parfois mystérieuses, elle s'est retrouvée à devenir un rouage essentiel des plans d'abjection pour revenir sur Roshar. Beaucoup d'infos très intéressantes qui ne suffisent cependant pas à rendre ces chapitres flashback aussi intéressants qu'ils auraient pu l'être, notamment s'ils avaient été du point de vue de Navani. Et je m'explique. Ce qui rendait géniaux les flashbacks de Shallan dans le tome 2 ou les flashbacks de Dalinar dans le tome 3, c'est qu'ils nous donnaient des éléments qui nous permettaient instantanément de comprendre à la fois leur personnalité en raison de leur passé, mais aussi les raisons et les motivations qui se déroulaient derrière leur choix au présent et qui justifiaient certaines de leurs prises de position. On va pas revenir là-dessus, mais le fameux « vous n'aurez pas ma douleur » de Dalinar dans le final de Justicière, ça découle directement de ce qu'on avait appris de lui dans les chapitres flashback, et c'était génial. Ici, certes, les chapitres flashback sont intéressants en ce qui nous permettent de comprendre la psychologie et notamment les regrets de Venli qui nous permettent de comprendre les choix qu'elle va effectuer dans ce tome 4. Mais étant donné qu'elle n'est pas le personnage le plus présent et le plus mis en avant dans ce tome, même si à son échelle personnelle elle est plus mise en avant que jamais, eh bien ça diminue un peu l'impact global des chapitres flashback qui sont pourtant une des grandes signatures de la saga des archives de Roshar.
Beaucoup de personnes dans les discussions online disent effectivement qu'ils auraient préféré avoir des chapitres flashback dédiés à Navani, tant elle est centrale dans ce tome-là, et je ne peux que me ranger un peu derrière cet avis. Du reste de la galerie de personnages, on est évidemment ravis de voir toujours plus de radieux, le pont 4 évolue en véritable organisation militaire avec de plus en plus de membres, Shallan commence à avoir sa propre troupe d'écuyers qui forment une espèce de congrégation d'espions illusionnistes, ce qui est très cool. On a des bonnes interactions avec Rock, avec Sigzil, avec Vatath, avec la souche, qu'on avait vu vite fait dans la nouvelle dans Scord. Sanderson aime bien d'ailleurs faire revenir quelques personnages qu'il a nommés vite fait, qui ne sont guère plus que des figurants, mais il y a quand même une consistance globale. On revoit l'éclaireuse Lynn, on revoit l'ardente Rushu, on revoit Lyrin et Essina, bien entendu les parents de Kaladin, etc., etc. Mention spéciale, et simplement une mention spéciale tant qu'on est encore que dans la partie sans spoil, pour Teft, pour Zet et pour Tarinvangian, qui ont droit à de très grands moments dans ce tome-là. Et si vous les avez aimés dans les tomes précédents, vous pouvez vous attendre à d'immenses dingueries. Bon, et maintenant, pour vous, comme moi, les amoureux du world building, on va se regarder droit dans les yeux et se le dire tout de suite. Du point de vue des révélations et du développement du lore de Roshar, Rythme de guerre, c'est le meilleur tome. Point à la ligne. Sur ce point-là, j'avais déjà évoqué les flashbacks de Venli, qui sont très intéressants aussi au regard du développement du world building. Mais vraiment, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. On bénéficie de toujours plus de détails sur le fonctionnement des fabriaux et sur les nouvelles découvertes dans ce domaine, qui semblent d'ailleurs indiquer que Roshar est au bord d'une sorte de révolution technologique qui l'emmènerait vers un futur aux accents magipunk. Le magipunk, c'est un sous-genre de la fantasy dans lequel le monde bénéficie d'une technologie très avancée qui fonctionne grâce à la magie. Urithiru, l'immense tour cité que les personnages ont investi à la fin du tome 2, aura aussi droit à son lot de vérités révélées. Et il en était grand temps, car voir les personnages arpenter et s'approprier à grand-peine cet espace qu'ils ont à peine apprivoisé, ça commençait à aller 2 minutes, mais là on avait plus que hâte de découvrir un peu les tenants et les aboutissants de cette tour mystérieuse. Aussi, comme à chaque tome, on gagne en compréhension sur les Spren, et dans ce volume en particulier, nous sommes très bien servis, puisque toute une partie de l'intrigue de Shallan va l'amener à revenir à Shedzmar, au cœur d'une cité de Spren, où là, on va apprendre, beaucoup de choses. Sanderson lâche énormément de billes sur leur culture, sur leur fonctionnement, sur les enjeux de leur société, sur leur mode de pensée, etc., etc. Moi qui trouvais que ce peuple d'habitants du royaume cognitif était la partie la plus intéressante du world building, autant dire que sur le tome 4, j'en ai eu pour mon argent. On a toujours plus de révélations sur le peuple de Sekishant grâce à une forte présence de fusionnés, beaucoup de scènes avec eux, et notamment beaucoup de scènes où ils parlent, c'est-à-dire que ce soit avec des humains ou entre eux. Donner beaucoup plus de paroles aux fusionnés nous permet de comprendre énormément de choses, donc évidemment sur leur culture et sur leur fonctionnement interne, mais aussi sur ce qui les anime, sur leur motivation, sur leur rapport avec abjection, sur ce qu'ils ont encore sous le coude à opposer à nos héros. On comprend évidemment toujours plus de choses sur les 3 éclats qui se livrent bataille sur Roshar, sur les pactes qui les lient les uns aux autres, et sur tous les enjeux cachés sur Roshar depuis des milliers d'années. Enfin, comprendre est un bien grand mot, hein. Mais de nouveaux éléments s'ajoutant aux anciens, on a de plus en plus de données sur lesquelles nous appuyer pour formuler nos petites théories, nos petites hypothèses, notamment concernant Abjection et sur qu'est-ce qui le retient sur Roshar, quelle est la nature et les circonstances du pacte qui le coince sur cette planète que visiblement il veut quitter. Et en quoi le redoutable Race, c'est-à-dire l'hôte qui bénéficie actuellement des pouvoirs de l'éclat d'Abjection, pourrait tenter pour se dégager de ses obligations. Il faut enfin dire que le roman se conclut sur un revirement de situation majeur qui rebat totalement, et je dis bien totalement, les cartes du conflit. Sans aller jusqu'à dire qu'on nous laisse sur un cliffhanger, je pense que aucun autre tome des archives de Roshar ne se termine en laissant en suspens un truc pareil. Je peux vraiment pas en dire plus, mais
Je franchirai pas le pas de dire que c'est un cliffhanger, parce que pas vraiment, mais je peux vous dire que depuis les 4 ans qu'on attend la suite, les vidéos théories sur qu'est-ce qui pourra bien se passer après le twist final de ce tome-là, ça va bon train, ça va très bon train. Bref, on poursuit dans la dynamique qui est amorcée depuis le tome 1. Sanderson nous lâche dans un monde fascinant et perclus de secrets qui se résolvent naturellement au fur et à mesure que l'intrigue avance, puisque chaque nouvelle clé de compréhension de ce monde est une arme supplémentaire qui permet aux personnages, qui dans une certaine mesure sont aussi ignorants que nous, de faire face à l'adversité. Et quoi qu'il en soit, on profite toujours des quelques apparitions de Malice alias Oid pour nous rappeler que tout ce qui se passe sur Roshar s'inscrit aussi dans une toile de fond du Cosmere, beaucoup plus vaste et beaucoup plus complexe. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup aimé Rythme de guerre et le recommande les yeux fermés. Et d'ailleurs, en le recommandant, en réalité, c'est toutes les archives de Roshar que je vous recommande de lire. Je crois d'ailleurs que le moment est pertinent, à l'orée de la sortie du tome 5, pour vous donner un petit avis global sur l'ensemble de la saga jusqu'à présent. Les archives de Roshar méritent totalement leur réputation. Personnellement, on me l'avait vendu pour l'excellence de son world building, et c'est vrai que Sanderson là-dessus fait du très bon travail, et particulièrement sur la confection de systèmes de magie. Alors certains objecteront que ce world building n'est qu'un world building de surface, et qu'il est en fait un peu creux. Ce qui, sans être totalement faux, me paraît être une critique un peu injuste, car je considère que dans une certaine mesure, elle peut être adressée à n'importe quel world building de n'importe quelle œuvre de fantasy, ou de SF. Dans ses cours d'écriture, Sanderson parle du world building comme étant une espèce d'iceberg creux. C'est-à-dire que tu construis la surface, tu construis un peu d'autres choses, mais tu vas pas jusqu'au bout à construire le monde de A à Z, du moindre alphabet, du moindre élément culturel, de la moindre recette de plat. Non, tu construis juste ce qui est nécessaire pour laisser deviner par la force d'imagination du lecteur tout le reste du monde et de ce qui pourrait être. Ça fait totalement partie du jeu et ça n'enlève pas au charme de Roshar, qui est un monde qui tire sa substance de quelques très belles idées, très fortes et très originales, et qui contribue à l'intrigue plutôt que d'être de simples éléments du décor. En revanche, après la lecture de ces 4 tomes, je dois dire que en me le vendant uniquement par son world building, on m'a un peu menti. Car pour moi, le world building n'est pas le point le plus saillant de cette œuvre. Ce qui marque le plus dans les archives de Roshar, c'est la galerie de personnages qui sont tous plus intéressants les uns que les autres. Les parcours de ces différents personnages sont tous très réussis, très compréhensibles. On peut rentrer en empathie avec beaucoup de ces personnages. Je saluerai encore et toujours le final de Justicière qui vient couronner le parcours exceptionnel du personnage de Dalinar, qui, dans son climax, donne un des moments les plus satisfaisants de tous les romans que j'ai jamais lus. J'applaudis des 2 mains le parcours psychologique de Kaladin et de sa lutte contre la dépression qui est tellement tangible, tellement compréhensible, malgré le fait que ce soit des problèmes auxquels moi je sois pas sujet, je les ai ressentis. Ce qui est très fort, c'est que même des personnages secondaires, voire tertiaires, ont leurs propres petits arcs, qui d'une sont extrêmement satisfaisants à suivre, et très très bien amenés, et qui de 2 permettent eux aussi d'apporter leur pierre à l'édifice, et parfois même de sauver complètement des situations qui auraient été bloquées sans eux. Les défauts d'écriture de Sanderson se calment aussi pas mal au fil de la série. Les problèmes de dialogue qui m'avaient beaucoup sorti de ma lecture, notamment dans ses premiers romans tels que Warbreaker ou Fils des Brumes, sont beaucoup moins présents au fur et à mesure que les tomes et les années s'enchaînent, et il est indéniable que l'auteur s'améliore. Même si je pense qu'il n'atteindra jamais un niveau de prose monstrueux, en tout cas je dois saluer le fait que ça ait arrêté d'être un obstacle. Enfin, lire ces 4 tomes de Roshar au fil de ces derniers mois m'a fait complètement tomber amoureux de la manière dont Sanderson tisse ses intrigues, avec les premiers 80% du livre qui sont plutôt lents et où petit à petit les éléments de l'intrigue sont tissés ça et là, et avec les derniers 20% qui sont une accélération brutale et explosive du rythme
ce que les fans de l'auteur ont appelé la Sanderlanche, la Sanderson Avalanche, et qui est particulièrement efficace, car si dans d'autres de ses romans la phase d'installation pouvait sembler un peu lente et un peu plan-plan, c'est par exemple le cas de Warbreaker, et bien là la pure fascination que le monde de Rochard a exercé sur moi par son worldbuilding m'ont permis de rester bien dedans et d'être complètement là au rendez-vous pour le lâcher de chevaux final. En bref, les archives de Rochard, du tome 1 à 4, c'est pour moi 8000 pages de chef-d'œuvre, où le seul bémol a été le rythme du tome 3, que je regarde rétrospectivement comme une bagatelle. C'est évidemment un investissement de temps énorme que tout le monde ne peut évidemment pas se permettre, et à ce moment-là, je recommanderais les séries de Sanderson plus courtes comme Fils des Brumes, voire les tomes uniques comme Warbreaker ou Elantris. On peut aussi penser, si vous préférez, à des alternatives telles que les livres audio, même si c'est un peu cher. Mais en tout cas, si l'histoire ne devrait retenir qu'une seule des séries de Brandon Sanderson, pour moi c'est les archives de Rochard. Je pense que dans 50 ou 100 ans, quand on évoquera Sanderson, si on l'évoque encore, on parlera de Rochard plus que de n'importe laquelle autre de ses œuvres. Nous voici arrivés au terme de la partie sans spoil de cette review. Pour celles et ceux qui nous quittent, je vous invite bien sûr à vous abonner, à laisser un pouce bleu et ou un commentaire, pourquoi pas à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux. Restez attentifs aux activités de la chaîne, car maintenant que j'ai fini de couvrir les ouvrages actuellement parus des archives de Rochard, ce qui était un peu mon défi personnel, je vais commencer à diversifier un peu mon contenu avec d'autres genres de vidéos que les lectures et en faisant aussi un peu plus de shorts. Voilà. Je ne vous retiens pas plus longtemps et ceux qui ont déjà lu Rythme de guerre ou qui se fichent d'être spoilés, je vous invite à rester avec nous pour la partie spoiler. Bon, et bah globalement, il y a énormément de choses à dire dans cette partie spoil, d'autant plus qu'il s'est passé pas mal de temps entre ma lecture de Rythme de guerre et le tournage de cette lecture, donc ne soyez pas surpris si je mets des choses dont vous eussiez aimé que je parle. Alors au global, je trouve ça extrêmement bien, cette espèce d'intrigue principale centrée autour de l'invasion de la tour d'Urithiru, et de la corruption des fabriaux qui s'y trouvent, qui font que tous les fluctomanciens alliés se retrouvent totalement impuissants, pendant que les fusionnés et ceux qui chantent envahissent la tour et prennent totalement position des lieux, pendant que Dalinar est au loin et ne peut pas rentrer puisque les sprens des portes de téléportation, des portes du pacte, sont corrompus. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que à ce stade, on n'avait pas encore eu d'intrigue qui soit vraiment sur une sorte de huis clos ou de situation coincée, même si par certains aspects ça peut rappeler un peu l'arc un peu infiltration du tome 3 qu'il y avait dans la cité d'Alektar. Mais cette fois, il y a ce petit côté home invasion. De vraiment c'est le domicile allié qui se fait envahir, et ça génère vraiment une tension qui tient en haleine pendant l'intégralité du roman. Donc énorme point fort sur toute l'intrigue de l'invasion d'Urithiru, qui pour moi qui structure vraiment tout le roman. Ce qui nous emmène d'ailleurs sur le fait que la deuxième intrigue, celle qui se situe autour de la mission diplomatique de Shallan et Adoline dans Shadesmar, en comparaison du coup ça paraît un peu moins intéressant. En comparaison seulement, ça reste une bonne intrigue, mais face à toute la tension dans laquelle on est plongé sur tout ce qui se déroule à Urithiru, que ce soit avec Kaladin qui se cache, Navani qui essaye de faire des arrangements diplomatiques pour s'en sortir. Enfin voilà, tout ceci est tellement palpitant que l'intrigue
de Shadesmar, même si elle est très intéressante, surtout au niveau de tout ce que ça va nous révéler sur le lore de Roshar et sur le Cosmere un peu plus en général, et ça reste moins palpitant et du coup quand on est dans les chapitres de Shadesmar, on feuillette le livre comme ça, on fait c'est intéressant, mais quand est-ce qu'on retourne à Urithiru? Donc voilà. D'ailleurs, le plus remarquable fil rouge de Rythme de guerre, c'est justement c'est l'intrigue qui d'ailleurs donne son nom à ce roman. C'est toute l'ajoute scientifique et psychologique entre Navani, qui est prisonnière d'une espèce de grande générale de ceux qui chantent, à savoir Raboniel. Et en fait, cette intrigue, ce qu'elle a d'intéressant, chacune va exploiter l'autre de sorte qu'elle ait accès aux informations qu'elle convoite. Raboniel essaye de manipuler Navani pour qu'elle dévoile les secrets de la tour, et en même temps qu'elle essaye de la motiver à faire certaines découvertes scientifiques que seuls des humains peuvent faire. Et de l'autre côté, Navani qui essaye de mobiliser le peu de levier qu'elle a pour faire en sorte que Raboniel épargne certaines cibles stratégiques, ou pour retarder la mission principale de Raboniel, qui est de corrompre l'Adelph, qui est l'espèce de spren majeur qui alimente tous les mécanismes fabriaux de la tour d'Urithiru. Toute cette intrigue politique, toute cette intrigue psychologique nous emmène vraiment dans quelque chose qui est ressenti comme un peu comme un thriller ou comme un drame politique. C'est vraiment le fil rouge de Navani qui tient en haleine pendant tout Rythme de guerre. Au regard de ceci, vous comprendrez d'ailleurs pourquoi de nombreuses critiques, y compris la mienne, interrogent le fait que ce n'ait pas été Navani qui obtienne les chapitres flashback. Après, maintenant, peut-être que dans l'histoire que Sanderson a en tête sur le passé et sur le vécu de Navani, peut-être que c'était pas aussi intéressant que ce que nous on peut spéculer, mais comme on l'a pas devant les yeux, d'une importance égale avec toute l'intrigue sur les louvoiements de Navani et Raboniel, il y a tous les chapitres qui suivent Kaladin et son évolution sur la santé mentale, puisque cet enjeu-là, l'enjeu de sa dépression, et même dans ce tome-là de son burn-out, qui à ce stade-là est complètement consommé. Donc ouais, toute cette intrigue-là est plus importante que jamais, et c'est l'enjeu majeur de Kaladin que de faire face à sa dépression une bonne fois pour toutes, et à se débarrasser aussi de son syndrome du sauveur. L'évolution qu'il connaît dans son roman, c'est en fait d'accepter qu'il ne pourra pas sauver tout le monde. Et c'est d'ailleurs quasiment cette phrase-là qu'il prononce en tant que quatrième idéal. Texto, c'était « j'accepte qu'il y a des gens que je ne pourrais pas protéger ». Et c'est en faisant la paix avec cette idée-là, en faisant la paix aussi avec les gens qu'il n'a pas pu protéger par le passé, et en premier chef Tien, son frère, qu'il parvient enfin à passer ce cap, à jurer le quatrième idéal, et donc à débloquer son nouveau pouvoir, c'est-à-dire mobiliser des sprens de vent pour qu'ils s'agglutinent autour de lui et s'incarnent sous forme de son armure de chevalier radieux. Voir Kaladin avancer d'encore un pas et de se dépasser lui-même dans son cheminement de fluctomancien est d'ailleurs une excellente récompense quand on prend en compte le fait que durant presque tout le roman, la corruption des fabriaux de la tour d'Urithiru le rendent quasiment impuissant, c'est-à-dire que le flux
de gravité ne marche plus du tout, ce qui fait qu'en fait il n'est plus capable de voler, et il doit se débrouiller avec le pouvoir moins grandiloquent de l'adhésion, et de voir quelles astuces il peut mettre en place pour en faire une arme, et comment combiner ça avec certaines des nouvelles technologies fabriales que Navani met à sa disposition. Côté personnage, on n'a jamais eu autant de Parshendi que dans ce livre. Venli est bien sûr très très présente, et on découvre de plus en plus la très intéressante Leshui, une fusionnée qui a donc le flux de la gravité et qui est capable de voler, et qui on le comprend durant l'ellipse de 1 an qui sépare ce tome-là du tome précédent, était devenu un peu la rivale attitrée sur les champs de bataille de Kaladin. De là peut-être à supposer une future intrigue enemies to lovers entre Kaladin et Leshui. Why not? En tout cas, j'ai vu des gens en ligne qui le souhaitent, et moi encore une fois je dis pourquoi pas. Mais bref, je disais jamais autant de Parshendi que dans ce bouquin. Venli bien sûr, Leshui également, qui reste en retrait mais semble être un personnage vraiment très très intéressant. On espère vraiment qu'elle aura beaucoup plus de scènes dans le futur, mais le highlight de ce tome tient quand même aux 2 nouveaux grands méchants Parshendi qui pointent le bout de leur nez pour être les adversaires principaux de nos héros durant ce tome, c'est-à-dire Léziane et Raboniel. Léziane remplit la niche du méchant sauvage et impitoyable. C'est une énorme brute, c'est un colosse, c'est un Parshendi dont la carapace forme des espèces de lames au-dessus de ses poings, et surtout, ce qui le rend redoutable, c'est son titre de poursuiveur, puisque le bonze a un credo, qui est de « à chaque fois que je me fais tuer sur le champ de bataille, sitôt que je me réincarne, je vais poursuivre sans relâche la personne qui m'a tué avant, et je ne repars pas sur Braze avant d'avoir massacré la personne qui a réussi à me tuer. » Et donc, effectivement, dans le livre, Kaladin tue Léziane lors de l'escarmouche qui ouvre l'intrigue. Et lors de l'invasion du Ritiru, un Kaladin très très diminué en termes de pouvoir et en termes de santé mentale, va se faire traquer par cette espèce de monstre de puissance brutal et assoiffé de sang. Il y a presque un petit côté slasher hein, dans le Léziane, ce qui est très très agréable à suivre, et surtout c'est un méchant simple et qui a est peu nuancé. Et je le dis pas comme une critique, au contraire, jusqu'à présent, tous les adversaires dans les archives de Rochard étaient des personnages qui avaient une complexité, une nuance. Dans une certaine mesure, c'était même déjà le cas pour Amaram et sa déesse, qui pouvaient paraître de loin assez monodimensionnels, mais on comprend surtout que ça servait à faire d'eux des incarnations vivantes de tous les aspects négatifs de la culture Alethi. Avec Léziane, on a juste une brute bien monodimensionnelle, qu'on est terrifié de voir débarquer et qu'on est ravi de voir vaincu à la fin. L'autre Parshendi ultra intéressant qui fait son apparition dans ce livre, c'est Raboniel, qui est un méchant absolument génial. Alors si Léziane justement était brillante dans sa simplicité monstrueuse, Raboniel, elle est brillante dans sa complexité. Elle est très ancienne, elle est savante, elle est manipulatrice et elle est l'adversaire de l'intrigue de Navani. Et presque sa mentor, presque. Parce qu'en effet, sa mission première, donc, c'est de corrompre l'Adelph, qui est le Spren majeur qui alimente les fabriaux du Ritiru. Et en même temps, elle a un peu son propre agenda à défendre, c'est-à-dire mettre fin à la guerre éternelle le plus vite possible. Et pour ce faire, elle peut utiliser des moyens qui sont pas forcément ceux que Abjection souhaiterait,
Euh, voilà, c'est un personnage d'une grande complexité. Un peu dommage qu'elle soit présente que sur ce tome-là, puisqu'elle est définitivement vaincue à la fin. Mais sa présence au long de ce récit est vraiment une ombre, notamment une ombre sur le destin de Navani, et la relation entre ces deux personnages-là, et l'espèce de, de rivalité manipulatrice qui sera tissée entre ces deux femmes. Voilà, c'est vraiment le moteur du récit, et surtout de leur relation. Il va découler plein d'évolutions extrêmement intéressantes, à la fois dans la technologie fabriale et dans la compréhension que les uns et les autres ont du fonctionnement de la magie sur Rochard, et sur ce qui est possible de faire avec la flamme, et sur les différents types de Fulgiflamme. J'avais déjà évoqué vite fait l'Adelph, donc le dernier des 3 Spren majeurs, donc avec le père des tempêtes et la veille nuit. Donc à eux 3, ils forment la totalité des Spren capables de créer un forgelien. Et justement, l'arc de Navani est couronné par sa propre transformation en forgelien, ce qui est très cohérent avec son fil rouge, puisque tout l'enjeu de Navani, c'est d'assouvir sa fascination pour la technologie fabriale et pour les secrets de la magie de ce monde. Et donc elle va se lier avec l'Adelph, qui est quasiment un Spren fabrial vivant, très très complexe, qui a perdu la confiance envers les humains. Et le rôle de Navani, par le biais de son lien avec l'Adelph, ça va être de servir un peu de pont entre l'humanité et les Spren. Alors ça arrive à la toute fin du livre, donc on n'a pas encore vu très bien comment ça va se développer, mais moi personnellement j'en attends beaucoup. Côté Dalinar, bien qu'il ait été mis en retrait pendant la majorité du bouquin, il revient plutôt bien en force sur la fin, notamment par le biais de 2 choses. Premièrement, par le biais de sa rencontre avec le héros Ishar, qui est donc un des 10 héros du passé, et qui, comme tout le reste de ses compatriotes, est devenu complètement pété du casque. Il se prend pour le tout-puissant et est convaincu que Dalinar est le champion d'abjection. Ce faisant, Ishar refuse de les aider, mais au moment où Navani devient forgelien, ça crée un truc un peu dans la force, si j'ose dire, ce qui lui donne un moment de lucidité, qui permet d'envoyer à Dalinar un message de oui, je peux vous aider, mais seulement si je suis lucide, il faut trouver une solution pour ça. Et immédiatement après, il redevient complètement fou. Et ce qui est très intéressant avec Ishar, c'est que donc par son épée de héros, il a justement des pouvoirs de forgelien, et il en a une grande compréhension, ce qui lui aurait permis de mentorer un peu Dalinar, qui est pas tout à fait lui-même au fait de tout ce que son pouvoir de forgelien lui permettrait de faire, mais malheureusement ça échoue. Et on voit aussi que Ishar fait des expériences consistant à amener physiquement des Spren dans le monde physique, en leur créant des corps et en leur imposant cette transformation qui pour l'instant n'est pas aboutie du tout, vu que les Spren sur lesquels il a expérimenté ça sont morts de manière horrible, ce qui a d'ailleurs horrifié le père des tempêtes. Voilà, c'est cet acte complètement contre nature. Et le deuxième moment très intéressant de Dalinar, c'est effectivement vers la toute fin, quand il va recevoir une visite mentale de Abjection qui est dans un état lamentable, qui est vraiment épuisé de ces millénaires de lutte, où le pouvoir bouillonne en lui, il n'en peut plus. Reis, donc l'hôte de Abjection, est au bord de la rupture, et donc ils vont passer un pacte dont les conditions sont très défavorables pour Abjection, mais celui-ci étant clairement au bout du rouleau, il va accepter donc un pacte avec Dalinar, dont les conditions sont les suivantes. Les deux vont faire un duel de champions dans 10 jours, donc dans 10 jours in-universe à compter de la fin du roman.
Et si le champion de Dalinar l'emporte, Abjection retourne sur Brace pour les 1000 prochaines années, n'influence plus le peuple de ceux qui chantent, et rend certains des territoires conquis, notamment Alektar et Erdaz. Et si Abjection gagne, eh bien Dalinar, en tant que représentant de Honor, qui avait créé la contrainte qui empêche Abjection de quitter le système rocharien, Dalinar libère Abjection de son obligation de rester sur Roshar, et abandonne sa vie et son âme à Abjection pour devenir son champion, son héros, pour aller faire des missions pour lui dans le reste du Cosmère. Donc ça, c'est l'enjeu du pacte qui a été signé entre eux à la toute fin de Rythme de guerre, et qui sera donc l'enjeu principal, au moins pour la première partie du livre suivant. Autant dire qu'en finissant là-dessus, évidemment, les lecteurs qui étaient à jour sur Roshar quand Rythme de guerre est sorti attendent depuis 4 ou 5 ans de voir ce fameux duel de champions arriver. Je comprends leur impatience. Sauf que ce n'est pas l'objet d'impatience le plus grand, vu que juste après cette scène, on a un deuxième truc qui est absolument énorme, qui est vraiment le twist ultime du bouquin. Abjection, juste après sa visite à Dalinar, rend visite à Taravangian. Taravangian qui est dans son pire état possible, c'est-à-dire que il a trahi Dalinar pendant le bouquin, ce qui fait que Dalinar l'a mis au fer l'a complètement écarté et l'a assigné à résidence comme prisonnier politique. Et Taravangian n'a plus de solution du tout pour mettre ses plans à exécution. Et en plus, à ce moment-là, il connaît, parce que si vous vous rappelez bien, Taravangian, il a une espèce de malédiction sur lui qui fait que chaque matin, il se réveille et son degré d'intelligence et d'émotivité seront toujours inversement proportionnels l'un à l'autre. En gros, si un matin il se réveille en étant extrêmement intelligent, il aura un cœur froid comme la pierre, et or ce matin c'est l'inverse, il se réveille le plus stupide et émotif qu'il a jamais été. Il n'est qu'une boule de pure émotion, qu'une boule de passion, et à ce moment-là, Zed essaye de rentre dans sa piole pour l'assassiner, pour se venger de tout ce qu'il lui a fait faire à l'époque où il était un peu en mode mastermind, maître du jeu. Et pendant que Zed le tue avec un couteau en pleine poitrine, Abjection traîne Taravangian dans une vision pour l'humilier un peu, parce que Abjection est furax de l'accord défavorable qui vient de passer avec Dalinar, donc il évacue un peu toute sa frustration en tirant l'esprit de Taravangian dans une vision, et en le mettant plus bactère, sauf que Taravangian mystérieusement a réussi à amener l'épée noire que Zed avait sur lui dans la vision, dans le royaume cognitif en fait, et a tué Abjection avec l'épée noire de Zed dans le royaume cognitif, pendant que dans le royaume physique il est en train de se faire assassiner par Zed. Donc Race, qui est actuellement l'hôte d'Abjection, meurt dans les 30 dernières pages du livre. Le pouvoir d'Abjection est donc là, à disposition de Taravangian. Et Taravangian, le truc c'est que à ce moment précis-là, comme il n'est que émotion, eh bien il est parfait pour devenir l'hôte du pouvoir d'Abjection, puisque la nature du pouvoir d'Abjection, en fait, c'est l'émotion pure. Et à ce moment-là, Taravangian n'est que émotion. Donc bref, tout ce long truc pour dire, à la fin du livre, Taravangian prend la place de Race et devient Abjection à sa place.
Quand je disais dans la partie sans spoil qu'il arrivait un truc énormissime qui rebat totalement les cartes du conflit, c'est exactement de ça que je pensais. Parce qu'en fait, le truc, c'est que jusqu'à présent, nos héros affrontaient Abjection, qui était incarné dans la personne de Reiss. Et le truc, c'est que Reiss, il était épuisé et au bord de la rupture à cause des milliers d'années de conflits entre lui et Honor. Et par certains aspects, il était aussi affaibli par le fait que son caractère, que ce qui était moteur pour Reiss, n'était pas totalement aligné avec l'intention au cœur du pouvoir de l'éclat d'Abjection. Et donc, même si un hôte possédant un éclat est une sorte de dieu, eh bien le fait d'être pas à 100% aligné avec la nature du pouvoir que tu possèdes, ça t'affaiblit. Or là, on remplace au titre d'Abjection Reiss qui n'en pouvait plus par un Taravangian qui est nouvellement divin, il est tout frais et il est aligné à 100% avec l'intention qui est au cœur du pouvoir d'Abjection. Combiné à ça sur le fait que ça le remet aussi dans son état normal et que c'est un mec extrêmement intelligent et un comploteur hors pair, eh bien on se retrouve avec un nouvel Abjection. Et nos héros ne le savent pas encore et il semble que Taravangian Abjection ou Tabjection, hein, pour le petit surnom, il semble que Tajection ait d'ores et déjà trouvé un truc pour se sortir de l'impasse dans lequel s'était mis Reiss Abjection. Mais ça, bien sûr, on ne le sait pas encore et nous attendons tous le tome suivant pour découvrir. Ajoute à ça un épilogue où il y a une dernière interaction entre Oid et le nouvel Abjection, au cours duquel alors la scène se répète 2 fois, ce qui semble montrer qu'il y a eu une sorte d'opération de manipulation des souvenirs de Oid. Alors, qui entre Abjection et Oid a manipulé l'autre? Les spéculations vont bon train, mais toujours est-il que l'ennemi de nos héros est plus en forme que jamais, alors que nous nous aventurons bientôt dans le chapitre final de ce premier cycle de Rochard. Au regard de ces éléments, vous comprenez donc que grande est la hâte de tous les lecteurs de Sanderson de mettre la main sur le tome 5, Wind and Truth, mais il n'y a pas encore de titre français. En revanche, l'ouvrage dans son acception américaine, et donc probablement que la version anglaise aussi, paraîtra le 6 décembre. Et selon le rythme auquel moi je vais éditer cette vidéo, le 6 décembre, ça sera soit demain, soit aujourd'hui, soit hier. Donc ouais. Donc autant dire qu'il me tardait de faire cette vidéo afin que nous soyons tous prêts et tous bien à jour pour la sortie de Wind and Truth. Je pense d'ailleurs que en préparation de la sortie française de Wind and Truth, je ferai une grosse vidéo qui sera probablement provisoirement la plus grosse vidéo de ma chaîne et qui consistera en un récapitulatif détaillé des 4 premiers tomes de Rochard, afin que ceux d'entre vous qui ont lu les 4 premiers bouquins il y a longtemps et où c'est plus très frais dans votre tête, on puisse tous bien se remettre d'équerre avant de replonger à fond dans le final du premier cycle. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses que j'aurais aimé aborder, notamment le revirement contre Abjection de certains des fusionnés, et semblerait-il que les Shui en fassent partie, ce qui moi me fait extrêmement plaisir, vu que c'est un personnage qui pour l'instant est très mineur, mais que j'aime bien.
Il y a aussi évidemment le fait que Z et Kaladin vont partir en duo pour aller éclaircir un peu ce qui se passe du côté de Shinovar, puisqu'il s'agit quand même du lieu où étaient cachées les épées des 10 héros pendant les centaines d'années qui ont précédé. Il semble que les Shinov aient beaucoup de secrets et que ces secrets pourraient être clés dans la lutte contre Abjection. Hâte de revoir Rock aussi, qui s'est exilé tout seul parce qu'à la fin du tome 3, il a tué quelqu'un avec un arc, ce qu'il avait juré de ne plus faire. Il est retourné dans son pays, je ne sais pas ce qu'il va y faire, mais j'espère le revoir bientôt, parce que Rock, ça reste quand même un des meilleurs personnages du groupe du Pont 4. Et bien sûr, on attend avec impatience de voir un élargissement cosmérien, notamment de l'intrigue de Shallan, qui pourrait bien devenir à l'avenir un personnage qui se retrouvera sur plusieurs mondes, vu qu'elle vient de mettre la main sur quelque chose qui vient de la planète Cell, c'est-à-dire une petite créature un peu similaire au Spren qui s'appelle un éon, et qui était caché au creux d'une boîte que Mraize utilisait pour communiquer avec elle. Mais bon, si je commence à énumérer tous les petits trucs dont il faudrait parler dans ce behemoth de tome 4, on n'aurait pas fini et le recording commence à être un peu long. Donc moi ce que je vais faire, c'est vous laisser ici. Je reprécise, pouce bleu, commentaire, abonnement si le cœur vous en dit, et de me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Instagram et Twitch. Merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez de bonnes lectures, j'espère que vous vous impliquerez dans le Cosmere si ça vous intéresse, parce que pour moi c'est vraiment un objet de littérature fantasy absolument formidable. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout vous saluer bien bas.